Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie, vous le voyez, Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu ? Bonjour à tous, bonjour Mehdi Kanafi, comment ça va ? Ça va plutôt pas mal, donc j'ai précisé, on te voit, qu'est-ce que c'est que ce format vidéo ? Alors on l'avait dit lors de la dernière FAQ, maintenant les Red Alert seront en vidéo, donc vous aurez une vidéo YouTube par semaine. Mais voilà, l'idée c'est pas qu'on se focalise là-dessus, c'est qu'on garde nos petites habitudes, notre petit train-train un peu, notre mode radio comme on aime bien dire. Vous allez voir nos fiches, vous allez voir qu'on lit un petit peu. Toujours disponible en podcast, toujours disponible partout, mais en plus, la vidéo sur YouTube. On se lance, on y va. Dans le sommaire d'aujourd'hui de cette émission, on va faire un point complet sur la nouvelle mouture du PlayStation Plus et on en profitera pour faire un état des lieux des offres d'abonnement des deux autres constructeurs. Puis dans la seconde partie de l'émission, on va parler de l'enfance, des œuvres destinées aux plus jeunes. Comme tremplin à notre débat, un jeu et un film d'actu, c'est Kirby et le monde oublié et Sonic 2, le film. Vous retrouverez bien entendu inévitablement le top 3, bien. Le célèbre et le fameux, mais avant c'est la rubrique retour sur l'émission de la semaine dernière, dans laquelle nous vous parlions de jeux de voiture, comme terrain d'essai et roublardise économique. On vous a parlé d'abonnement, de free-to-play, de lootbox, mais on n'a pas parlé de NFT, et ça on va réparer le truc tout de suite, parce qu'il y a eu du neuf du côté de F1 Delta Time, c'est le jeu de course mobile officiel de la F1 basé sur les NFT. Je sais pas si vous connaissez, je sais pas si tu connais, Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc c'est un jeu officiel de la F1 sur mobile, et c'est un jeu qui a été lancé en 2019, bien avant la hype du coup, mais qui a fermé ses portes en mars. Du coup, les voitures, les combis, tout ça, tous ces objets numériques qui ont été achetés jusqu'à 300 000 € pièce ne servent donc plus à rien. Les tokens en eux-mêmes, donc les tokens, une partie du principe des NFT, on va pas rentrer dans le détail, eux continuent à vivre, mais plus dans le jeu pour lequel ils ont été créés. Au global, dans d'autres jeux, on peut imaginer qu'on peut dépenser de l'argent, des objets pour des jeux, enfin des objets classiques en temps normal, mais ça fait partie de l'expérience. Tu sais que c'est toi qui vas dépenser, mais tu sais que l'objet il va pas avoir d'autre utilité. Une fois que ton jeu il est terminé, c'est terminé. Sauf que là, en fait, les NFT nous ont proposé ces objets comme des investissements au long terme. Là, la licence de la F1 ne peut être reconduite. Ces NFT, ces combis, ces voitures que tu as achetées parfois très 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 cher, ne te servent plus à rien. Il n'y a même pas d'autres jeux connectés. Les développeurs ont promis qu'il allait avoir des choses, mais c'est assez flou. Est-ce que c'est pas la fin d'un rêve la fin d'un rêve pour certains ? En tout cas, un rêve, il y a beaucoup de joueurs qui ont justement anticipé ce genre de soucis et qui n'avaient pas tellement confiance dans ce système. À chaque fois, j'ai l'impression qu'on voit que ça va dans ce sens-là, quoi. La réalité confirme ses craintes un petit peu, donc après, libre à chacun de dépenser son argent comme il veut. Exactement. Effectivement, si t'as balancé ton truc et que le jeu n'existe même plus, bon, c'est un petit peu particulier, quoi. Ouais. Ubisoft qui a parlé du four des NFT, on peut utiliser le mot, je pense, sur Ghost Recon Breakpoint, et qui a promis que les NFT achetés sur Ghost Recon pouvaient ou pourront être réutilisés dans d'autres jeux Ubisoft. À voir. Des chiffres sont tombés de Thomas Bidot, qu'on salue, avec qui Serd a travaillé sur l'international. Oh là là. Il a une société spécialisée là-dedans, dans la communication, qui s'appelle EcoPartners, et il a balancé un chiffre, comme quoi il y aurait eu une 60aine de NFT. Ah, si c'est pas un four à pain, alors je sais pas du tout qu'est-ce qu'ils visaient comme chiffre, peut-être qu'ils avaient des projections plus modestes. Donc là sur Ubisoft, les 60. Ouais, donc 70, je sais pas, on a vendu plus de casquettes sur d'édition, nous. Bien plus, donc on ne la voit pas l'image là-bas. Donc petit four, voilà pour le retour sûr. On a fait le tour, free-to-play, lootbox, NFT. Donc là, les jeux de voiture, c'est vraiment le terrain d'essai de tous les trucs un petit peu tendus. Un petit retour sur des top 3 de remakes. Ouais, on parlait la semaine dernière de notre top 3 des remakes souhaités, voulus, et après l'émission, on a, en mangeant, discuté un petit peu avec Damien. C'est vrai que les Max Payne sont revenus, sur la table, effectivement. Et notre table à nous. Voilà, donc on a appris hier à l'heure où on enregistre que Max Payne 1 et 2 allaient connaître des remakes développés par Remedy, donc avec leur moteur actuel et tout, donc quelque chose de sérieux. En association avec Rockstar, donc je sais pas ce que t'en penses, moi je suis super chaud parce que bouillant. Voilà, moi j'ai fait le 3 que j'avais adoré, j'avais joué au 1 et 2 mais sans les avoir fait complètement, ils ont une super réputation. Et en espérant justement que le remake vienne un peu corriger leur côté un petit peu old school maintenant qu'ils ont conservé, quoi. On va voir si ça va garder ce côté répétitif, on sait pas, mais en tout cas l'histoire et l'ambiance seront sûrement au rendez-vous. Moi je suis hyper chaud. Voilà pour les retours sûrs, il est l'heure de rentrer dans le cœur et le corps de l'émission, et c'est toi qui commence. Tu vas nous parler des abonnements et plus précisément peut-être du PlayStation Plus. Oui, c'est un peu le volume 2 de la suite de ta chronique de la semaine dernière. Donc, on le savait, après des semaines de rumeurs, Sony a levé le voile sur sa nouvelle offre d'abonnement, un nom de code Spartacus.
et qui est destiné à concurrencer évidemment le Game Pass de Microsoft et une concurrence un petit peu plus agressive que ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant. Parce que le Game Pass, on en parle beaucoup, et Sony, il devait réagir, hein, parce que là, c'était un petit peu sous la pression du concurrent. Donc Sony, qui est habitué à être le leader, qui a une domination tranquille dans le jeu vidéo, bah là, sur ce domaine-là, Microsoft leur met un petit peu des coups de coude dans les côtes, donc il fallait qu'ils fassent quelque chose. Et on va voir, au final, hein, ils ont fait quelque chose, mais c'est peut-être beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Tu me diras ce que tu en penses. Ça commence. Parce que Sony avait besoin de reprendre la main. Et pour ça, ils nous ont fait un petit tour de passe-passe. Donc, bye bye le PS Now, hein, et bienvenue au PlayStation Plus et ses 3 niveaux d'abonnement. Donc, on va pas faire le détail complet, hein, l'info est facilement trouvable, ça a déjà été traité. Mais juste pour résumer, donc on commence avec le PlayStation Plus Essential, qui correspond grosso modo au PlayStation Plus actuel. Hein. Là, il n'y a pas d'embrouille. On a le niveau 2 qui est le PlayStation Plus Extra, donc là c'est vraiment la formule Game Pass-like qu'on retrouve pour Sony avec 400 jeux PS4 et PS5 auxquels tu pourras accéder donc, et jouer en téléchargement. Donc là-dessus on est vraiment sur une offre similaire à celle de Xbox. Et enfin on a l'offre PlayStation Plus Premium qui voit ajouter des jeux rétro gaming, donc PS1, PS2 et PSP, ainsi que des jeux PS3, cette fois uniquement en streaming. Ok. Donc merci la Vita, on repassera. En tout cas, les 2 derniers niveaux que j'ai cités, Extra et Premium, là, grosso modo, ça reprend la formule un peu du PS Now tel qu'il existait jusqu'à maintenant. Donc là-dessus, la seule chose qui va vraiment se distinguer, ça sera un système d'essai en fait de jeu qui sera accessible au dernier palier de l'offre. Donc là-dessus, Sony reste encore un petit peu flou, on n'a pas tous les détails. On peut imaginer que Sony va s'inspirer de ce que fait EA avec son EA Play, où tu as pour les nouveautés 10 heures de jeu d'essai accessibles, et tu auras 10% de remise en fait sur l'achat numérique du jeu. Donc une fois que tu l'as essayé, il te plaît, tu veux l'acheter, tu auras 10% de remise. C'est pas BZF, mais bon, c'est déjà ça, j'imagine. Okay. En tout cas, pour Sony, je pense que c'était une bonne idée, un bon move de fédérer ces diverses offres sous un seul abonnement. Ça me paraissait vraiment être le truc le plus logique à faire. Et grosso modo, le prix de cette offre premium correspond en gros à ce qu'on pouvait payer aujourd'hui si tu étais abonné au PS Plus d'un côté et au PS Now de l'autre. Okay. Là, je parle en termes de formule mensuelle, donc c'est environ 17 balles. En gros, tu fusionnes les 2 offres, tu additionnes les prix. Logique. Mais bon, évidemment, hein, si tu veux économiser, l'offre à l'année reste évidemment la plus attractive, et de loin, parce qu'on le sait, hein, Sony applique l'adage un tien vaut mieux que 2 que tu l'auras, donc il préfère que tu t'abonnes sur l'année, quitte à payer moins cher, mais au moins avec tes clients pendant 12 mois, plutôt que de prendre un abonnement mensuel qui sera peut-être un one-shot, et ça, évidemment, ils aiment pas trop. Enfin, dernière info, la mise en service de ce service, justement, c'est prévu pour juin 2022, donc ça va arriver très très vite. En tout cas, on le constate, tu me diras ce que t'en penses, hein, mais il s'agit quand même plus d'un rebranding que d'une nouvelle offre à part entière. Hein. Donc on se retrouve avec un mouvement que je qualifierais moi d'un peu frileux, dans le sens où c'est ni une avancée, c'est ni un recul de ce qu'on connaissait. C'est juste un espèce de statu quo, tu vois, donc histoire d'occuper un petit peu le terrain. Sony pourra dire, bah si, vous voyez, on avance sur ce système d'abonnement et tout, mais on voit qu'ils temporisent un petit peu parce que, comme je l'ai dit, hein, ils sont un peu sous la pression de Microsoft et ils savent pas forcément dans quelle direction aller. Est-ce que là-dessus, tu penses que c'est un statu quo où tu vois vraiment une réelle avancée, toi? Non, je suis d'accord avec toi, c'est pas une réelle avancée. Il y avait un joli move à faire pour Sony pour ce qui est de la clarification de l'offre. Je pense que c'était vraiment l'un des points faibles pour les différentes possibilités qui nous étaient offertes sur PlayStation. T'avais le PlayStation Plus où tu pouvais jouer en ligne, et puis t'avais des jeux aussi qui étaient gratuits. T'avais de l'autre côté le PlayStation Now qui était lui en fait une offre où tu pouvais avoir des jeux en streaming, mais tu pouvais aussi télécharger certains jeux. Là, dans l'absolu, ils ont, comme tu dis, tout regroupé, clarifié l'offre, mais finalement c'est pas si clair que ça, encore une fois. C'est là où je trouve qu'ils ont peut-être raté le coche, justement, sur l'atout maître, c'était clarifier l'offre. C'est un truc qui est simple. C'est déjà plus clair qu'avant. Et puis, en fait, c'est une mise en avant du PlayStation Now où je pense qu'il y a plein de joueurs qui savaient ou pas ce que c'était, qui savaient pas ce qu'il y avait dans le contenu. Là, je pense qu'ils vont, le prochain pion à bouger dans leur partie d'échecs, ça va être de vraiment nous dire qu'est-ce qu'il y a en fait, c'est quoi ces jeux PlayStation 1 tu vois, vraiment on a envie de savoir c'est quoi cette liste. Justement, parce que tu commences à en parler, donc c'est vrai qu'il s'agissait surtout pour Sony de mettre un peu sous le tapis le PlayStation Now, comme tu l'as dit, mal compris, mal appréhendé. C'était vendu à la base comme un service de streaming, peut-être trop en avance sur son temps, ça peut arriver, on sait qu'ils avaient racheté Gakkai qui était un des pionniers à l'époque de ce style de service. Mais plutôt solide, hein, ça fonctionnait. Ouais, mais c'est vrai que ça reste, sans parler d'un échec, hein, mais il y avait peu d'abonnements, on comptait 3 millions, je crois, au dernier recensement. Et comme tu dis, surtout, les gens comprenaient pas ce que c'était. Oui. Il y a quand même eu une deuxième vague, en fait, après un lancement un peu dans l'anonymat. Sony a essayé de repousser un petit peu il y avait eu des pubs à la télé, je sais pas si t'avais fait gaffe, on avait eu justement l'ajout de pouvoir télécharger les jeux et non plus faire uniquement
quasiment que du streaming. Et on avait vu aussi du catalogue enrichi avec des jeux Sony un peu plus récents. Ouais. Donc il y avait d'abord eu cette volonté un peu de repousser le service. C'était, j'imagine, le galop, un peu le chant du cygne. Tu vois, si ça marche pas là, on arrête. Et finalement, ça n'a pas dû être spectaculaire. Même dernièrement, il y a eu Shadowrun, le dernier 3, qui a été dispo Day One sur PlayStation Now et en vente partout. Ce qui était encore, c'est plus que le chant du cygne. Là, c'était vraiment pour peut-être se rapprocher un petit peu de ce que fait le Game Pass. Ouais, parce que justement, Sony, je trouve qu'on sait à qui il s'adresse. Hein. C'est-à-dire que leur offre Game Pass-like, qui correspond à la gamme du milieu de l'offre PlayStation Plus, elle n'est pas forcément mise en avant comme une killer feature. En gros, on voit qu'ils capitalisent pas forcément là-dessus, parce qu'ils savent justement qu'ils s'adressent à des gens qui, voilà, c'est souvent le rétro gaming qui va les exciter de plus. Et là, je te regarde, je suis mort de rire parce que Sony connaît ses joueurs. Hein. Il sait que ceux qui se laisseront tenter par l'attrait de la nostalgie, plus que toute offre, c'est sur le rétro gaming que ça se passe, quoi. C'est vrai. Je pense que toi, c'est là où tu te feras piéger éventuellement. Ah non, mais moi, je vais prendre l'offre premium la plus chère avec de grandes attentes. Hein. C'est vrai que tu vas attendre d'avoir un peu un œil sur le catalogue ou bon, je pense que je vais. Tu te leurres pas, c'est bien. Tu te fais pas d'illusions. Je me leurre pas, mais vraiment à l'époque du PSN, PlayStation 3, tout ça, il y avait vraiment une gamme qui s'appelait les PS1 Classics, je crois, qui s'appelait comme ça, et vraiment t'avais des trucs vraiment excellents, quoi. Alors sur le PSN, même UK et US, il y avait du Xenogears qui était pas chez nous, mais il y avait moyen un petit peu de filouter avec plusieurs comptes. J'ai hâte même qu'ils nous proposent ces vieux jeux, même en anglais, j'en sais rien. Bon, il y a plein de remakes et des remasters qui arrivent, donc tout le monde veut se garder des cartouches. Mais oui, moi le rétro gaming, c'est en partie ce qui m'attire, ouais. D'ailleurs, on avait entendu des rumeurs sur ce mix d'abonnements un petit peu, mais on avait ce nom de code qui filtrait Spartacus. Je me demande dans quelle mesure ces fuites n'étaient pas volontaires, parce que le nom de code, tu vois, on en parle souvent pour les nouvelles consoles. On avait le projet Café, rappelle-toi, on avait la Dolphin, alors j'ai que des noms Nintendo qui me viennent à l'esprit. Mais Katana, voilà. Et c'est souvent les noms de code, on les associe à des moments marquants, en fait, dans l'industrie, tu vois, des innovations assez conséquentes. C'est vrai. Et ici, est-ce que c'est vraiment le cas? Pas vraiment, donc, mais au moins tout le monde en a parlé. Nous les premiers, je jette pas la pierre. Spartacus. Mais on était tous en train de parler de Spartacus comme si c'était une révolution. Et en fait, on a fait un peu le jeu de la com de Sony, quoi. Ouais, c'est marrant, le truc, la fuite orchestrée, c'est toujours une... On sait que ça arrive, ça peut arriver, hein, ce genre de choses. On sait que ça arrive, c'est toujours pareil, réfléchir à la symbolique aussi de Spartacus, hein, qui s'est levé contre l'oppression. Bon, après, il a mal fini, mais ça peut être intéressant, pourquoi pas, et je pense que faire parler du service, c'était leur objectif principal. Ouais. Alors là aussi, on s'était un petit peu enflammé, hein, mais quid de Crunchyroll, hein, donc le service d'abonnement d'animé qu'on imaginait pouvoir faire partie de Spartacus, quid d'un catalogue de films Sony, donc on sait que Sony c'est aussi l'industrie du cinéma, donc il y avait eu des tests d'un PlayStation Plus Vidéo Pass, alors je sais plus si c'était en Bulgarie ou en Hongrie, qui c'était un sort de Netflix-like à échelle plus réduite, mais qui reprenait des films made by Sony. Et même on sait que Sony sont dans la musique, dans le business de la musique, donc on s'attendait un petit peu à avoir une sorte de synergie du groupe et qui se serait retrouvé dans ce pass-là. Alors là, ça aurait été vraiment quelque chose de neuf et je trouve un argument assez massue à apporter. Si c'est prévu, pourquoi ne pas avoir présenté ça dès le début au moment de clarifier l'offre? Ça aurait pu être cool à voir. Ou bien est-ce que Sony se réserve peut-être des cartouches, tu vois, dans sa besace, hein, en mode on va d'abord voir comment ça évolue, si on a beaucoup d'abonnés ou pas qui vont être recrutés. Ouais, de nouveaux abonnés. Ça peut être un moyen tu vois, de rajouter des couches pour un peu enfoncer le clou, quoi. Je suis d'accord, c'est assez décevant parce que tu te dis que Sony, ils sont pas allés à 100%, ils ont pas apporté de la nouveauté dans l'offre, toujours pareil, hein, en comparaison à ce que fait Microsoft notamment, en disant nous on fait ce que font les autres, mais aussi de la nouveauté, de l'animé, ils ont des parts chez Discord ou c'est Microsoft ça? Discord. C'est Discord, Sony aussi. Et ça, il y a une synergie avec Discord. Il y a des trucs, mais tu vois, ils pourraient facilement peut-être aligner les tirés en disant voilà, l'offre premium, il y a ça. Ou même rajouter un autre niveau d'abonnement peut-être. Encore un autre niveau d'abonnement, mais je pense que ça rentre en friction avec ce que je disais tout à l'heure, c'est la clarification de l'offre. Et en fait, là, déjà qu'ils sont pas 100%, je trouve, à arriver à rendre le truc limpide, s'ils avaient rajouté derrière encore plus d'éléments, encore plus de spécificités, je suis pas sûr que ça aurait aidé au message. Donc en fait, toujours pareil, c'est est-ce qu'ils tapent fort avec des nouveautés ou est-ce que du coup ils lèvent le pied en disant bon, on va être clair. Ouais, et toi pour en tant que joueur qui justement se renseigne et tout, c'est des arguments qui pourraient te convaincre toi d'avoir un accès Crunchyroll, peut-être pas total mais sur une partie du service. De ouf, accès à quelques films. Crunchyroll, on s'est tous abonnés pour l'Attaque des Titans, Shenmue la série. Oui, c'est des choses qui sont qualitatives, c'est le plus gros système de streaming d'animé, donc ouais, c'est cool. T'en parlais tout à l'heure, le système de démo et de réduction, moi j'attendais beaucoup de là-dessus, j'étais quasiment
quasiment sûr de mon coup parce que le PlayStation Plus, à ce jour, en fait, propose des réductions. Si t'es PlayStation Plus et que t'achètes certains jeux, tu as souvent peut-être 5%, c'est à la marge. Sur une nouveauté. Couplé à une offre premium sur ce PlayStation Plus, moi, je voyais ça vraiment super pour les joueurs. Tu vas prendre une démo, y jouer quelques heures, et après avoir ta réduction, et là, ils y sont pas allés. Alors que t'en as parlé, je le savais pas, Electronic Arts fait ça. Ouais, sur leur service, alors pas sur le EA Play que tu trouves dans le Game Pass, mais si t'es abonné à leur service, leur EA service Play Max, alors je sais plus le nom exactement qu'il a, okay. T'as cet accès à des nouveautés pendant 10 heures. 10 heures, c'est quand même pas dégueulasse. C'est largement suffisant pour savoir si tu veux t'investir dans le jeu et investir de l'argent. Et d'ailleurs, enfin, là aussi, on peut en parler dès maintenant, mais est-ce que Sony pourrait pas instaurer un truc, alors, à la chronologie des médias un peu, tu vois, mais avoir son service où tu peux essayer les nouveautés, alors je sais pas, j'ai dit 2 heures, peut-être 4 heures, ou j'en sais rien, que ton jeu, un an après sa sortie, il soit dispo dans le Game Pass-like. En tout cas, là on voit qu'en l'état, c'est pas très très clair la formule, parce qu'il y a certains jeux qui arrivent rapidement, d'autres qui mettent un peu plus de temps, et c'est un peu comme la politique d'upgrade next-gen dont on a déjà parlé, ou même l'arrivée des jeux Sony sur PC, c'est tout le temps du cas par cas, on n'arrive pas à comprendre la logique, alors parce que logique il n'y a pas, parce que je pense là aussi encore, Sony est en train de tâtonner, mais on voit par exemple qu'il y a des jeux, faut pas trop y toucher, comme Last of Us, tu vois, c'est un peu, lui, il est pas sur PC, il est pas en téléchargement, donc c'est un peu le joyeux de la couronne, donc ça peut se comprendre. Ça se comprend, et je comprends aussi 100% que Sony ne mette pas ses exclus Day One sur le service, contrairement à Microsoft, parce que économiquement, ça aurait pas de sens, on voit que ces exclus cartonnent, mais il y a quand même ce flou qui est entretenu sur la politique de Sony. On voit qu'ils savent pas trop quoi. Je suis d'accord. Je pense vraiment qu'ils galèrent, qu'ils essayent d'établir, et l'analogie est super bonne, je trouve, cette chronologie un peu, entre guillemets, des médias. On le voit avec le PC, ils ont fait des essais, ils ont commencé avec Horizon premier du nom, et là, à chaque fois qu'il y a un nouveau jeu PC qui arrive, ça cartonne. Ça marche de ouf. Ouais. Le God of War, ça a cartonné. Voilà, les joueurs PC, ils ont envie aussi d'avoir les grosses cartouches Sony, et en fait, à chaque fois, c'est un nouveau lancement pour un jeu en fait qui a déjà connu une vie. Ces chronologies dans le monde du cinéma, on les connaît, on sait qu'en salle le film va cartonner, mais il va cartonner que 45 jours, à partir de 45 jours t'as un effondrement, hop ça passe sur la VOD, etc., etc. Il y a en fait cette chronologie qui va être établie, je pense très prochainement dans le jeu vidéo, et ça sera plus clair pour tout le monde quand en fait les constructeurs auront nos habitudes d'achat, quand ils vont comprendre que les joueurs, on en parlait dans une chronique précédente des lancements, le lancement c'est fondamental et on sait très bien que ça c'est un temps donné, et puis après il va falloir trouver des réductions, on le voit sur le jeu PC, sur Steam, à chaque fois qu'il y a des réductions sur les jeux, des vieux jeux vont revenir sur le top Steam en vente. Comment il s'appelle le jeu de Joseph Fares? J'ai envie de dire It Takes Two. It Takes Two, c'est hallucinant. Genre il y a 15 jours, ou même 3 semaines, et pendant longtemps, il est revenu dans les tops parce qu'il y a eu des réductions. Et en fait, il faut toujours trouver des événementialisés, comme ça, les ressorties. En fait, t'as la période critique où tu sais que les fans hardcore, ils achèteront le jeu full price parce qu'ils peuvent pas se retenir. Et à partir de combien de mois tu peux faire passer ton jeu dans un service de streaming sans contrepartie supplémentaire financière, qui ne découragerait pas l'achat en fait Day One, donc c'est ça qu'ils doivent bosser quoi. Et là où ça complexifie les choses, et là où Sony galère et tout le monde galère, c'est dans la pluralité des plateformes. C'est qu'ils ont la PS4, ils ont la PS5, maintenant ils ont le PC, ils ont le démat, comment ça se passe. Et c'est pareil dans le cinéma, c'est que t'as l'exploitation salle, après VOD, et en fait à chaque fois chaque plateforme a ses habitudes. Et c'est là où cinéma on voit que c'était compliqué aussi, ils viennent d'accoucher d'une nouvelle chronologie il y a pas longtemps. Donc je pense que ne serait-ce que le passage à la PS5 pour tous, quand une fois que vraiment la PS4 tire un slogan politique. Oui, tu vois, une fois que la prod de la PS4 sera stabilisée, sera stoppée, que la PS5 sera disponible peut-être dans une version slim, dans une version pro, je pense que déjà ça va un petit peu aplanir tout. Là c'est relou quoi. C'est vrai, on va s'intéresser maintenant un petit peu à la concurrence, à ceux qui fourbissent leurs armes face à Sony, parce qu'en face, on a le Game Pass, évidemment, on en parle tout le temps. Mais le Game Pass, c'est pas juste les jeux Microsoft Day One, à mon sens, c'est aussi beaucoup d'indés majeurs qui arrivent le jour du lancement. On a eu Tunic récemment, Street of Rage 4 à l'époque, on aura le nouveau Sam Barlow qui arrive cet été. Je pense que nous, qui suivons les jeux indés d'un peu de loin, les gros jeux indés qui nous intéressent sont très souvent dans le Game Pass Day One, quoi. Systématiquement, les jeux qui nous intéressent indés, hélas, c'est ceux qui font parler le plus d'eux. C'est vrai qu'on n'est pas, nous, à fouiner Itch.io, tout ça, c'est pas notre truc. Ils sont systématiquement dans le Game Pass, au point où vraiment, à chaque fois, on hésite quand un jeu, par exemple, va sortir chez Sony, Infernax, on en a parlé dans une chronique aussi, ça y est, enfin tu vois, il est tombé après sur le Game Pass, c'est systématique, quoi. Et sur le Game Pass, il y a aussi des AAA multijoueurs qui arrivent au moment du lancement. Alors, c'est des jeux dont on sait que la hype est pas folle et que le Game Pass devient un peu une fenêtre pour les rendre accessibles à un grand nombre. On a eu Outriders de Square Enix, on a eu Rainbow Six Extraction en début d'année. Et là aussi, ces jeux, tu peux y jouer sur plusieurs supports, sur le cloud. Donc c'est quand même une offre, tu vois, ça se limite pas juste aux exclus Microsoft Day One.
Après, Microsoft, on va pas se leurrer, hein. Là, on en parle avec les étoiles dans les yeux, mais c'est pas un gentil, hein. Là, je le défends parce que le Game Pass, niveau qualité-prix, c'est quand même assez intestable. Mais Microsoft, c'est une société qui est pleine aux as, c'est une société qui est outsider et qui doit donc réagir pour gagner des parts de marché sur Sony. C'est une société qui vise le long terme et qui a volontairement, à mon sens, sous-évalué le prix de son abonnement parce que c'est une stratégie commerciale. Voilà, c'est pas pour nous faire plaisir. Et moi, je serais pas étonné que dans 5 ans, dans 10 ans, l'abo Game Pass, il soit à 20 boules, peut-être même plus, quoi. Faut regarder Netflix. Combien il a pris en ne serait-ce que 5 ans, il a vraiment augmenté. Et c'est comme ça que ça va se dérouler, je pense qu'il y a ça serait quoi, toi, ton prix plafond en mode ah non, là je peux plus, là c'est trop cher. Pour le Game Pass, franchement, je trouve que même jusqu'à 20 €, je trouve ça honnête, parce qu'il y a des jeux, des gros jeux AAA qui arrivent quelques mois après. T'as toutes les perles indés. Alors on n'est pas du tout multi, mais tu l'as dit, il y a certaines offres qui arrivent dessus. Non, franchement, moi jusqu'à 20 €, mais après tout le monde n'a peut-être pas la même. Oui, bien sûr, là, c'est la juste même jauge. Ouais, moi 20 balles, je trouve que ça reste honnête, ça reste honnête, ça reste un investissement. 20 balles quand même, surtout si par exemple tu vas payer 20 balles aussi pour Sony et 10 balles pour Nintendo. T'as quand même, c'est comme si t'achetais un jeu plein pot tous les mois. Ouais, faudra faire des choix arbitrés, mais comme tu dis, 20 balles par mois. Moi aussi, ça me paraît pas déconnant, sachant qu'à un moment, les exclus Microsoft vont aussi se mettre à arriver, on l'espère, de manière plus soutenue, donc oui. Ça revient moins cher certainement que d'acheter tous ces jeux au détail, quoi. Donc, ouais, et Phil Spencer en parle, à chaque fois il a rassuré les gens en disant est-ce que le Game Pass est rentable, est-ce que ça marche, est-ce que c'est un système qui est viable. Il a dit oui, vous inquiétez pas, et tu vois là, en 2 secondes, je vous ai dit 20 balles pour le Game Pass à terme, 20 balles pour Sony, 10 balles, ça fait 50 balles. Est-ce que tous les mois, tous là, est-ce qu'on achète 50 balles de jeux vidéo? C'est pas sûr. Et en fait, c'est ça que ça sous-tend, c'est que au final, tu dépenses plus à 20 balles par mois que à 1 ou 2 jeux par an. La moyenne en France pour une habitude d'achat, c'est plus ou moins 4 jeux par an. Donc t'as les gros gamers qui vont être très à l'affût des nouveautés et ça fait 20 balles par mois si je. Et donc du coup, très bon calcul. Donc tu vois, mais sauf que ça revient au même. Sauf que c'est assuré. Oui, bien sûr. Sauf que là, il t'assure. Là, on est sur une moyenne. Donc, peut-être une année, tu vas acheter 6 jeux. Peut-être qu'une année, tu vas en acheter que 2. Là, si t'es sur ce médian-là, en fait, ça t'assure tous les mois un flux de revenus. Et c'est quand même quelque chose qui est très important pour eux. Surtout que, l'argent, on va dire que c'est pas un problème. Ils ont des méthodologies différentes des deux autres constructeurs. Ouais, et quoi qu'il en soit, en tout cas, le Game Pass, ça semble fonctionner. Il y a une étude qui est sortie au niveau des services d'abonnement de catalogue de jeux. Donc là, on parle d'un abonnement que tu payes pour avoir accès à un catalogue de jeux. Donc de fait, par exemple, le PlayStation Plus n'était pas compris dans cette étude. Okay. Et on voit que le Game Pass est largement dominant, avec 60% de part de marché sur ce système d'abonnement, avec le PS Now qui est loin derrière à 7%. Et juste, on a l'Apple Arcade qui est un petit peu devant le PS Now, et le PS Now est égalité avec l'EA Play, donc on voit que ça reste vraiment le Game Pass qui est dominant là-dessus. l'EA Play seul, est-ce qu'il construit dans l'Ultimate? Je pense pas. Okay. Mais en tout cas, avec son tour de passe-passe, je le disais, Sony qui transforme son PlayStation Plus en Game Pass-like, il passe devant en termes de chiffres, parce qu'on a le PlayStation Plus qui a 47 millions d'abonnements, devant donc le Switch Online qui a 32 millions, mais là c'est quand même un cas particulier, on n'est pas vraiment sur un abonnement contre un accès à un catalogue de jeux, hormis rétro, et le Game Pass qui a 25 millions, donc les chiffres arrêtés en janvier dernier. Donc on voit que Microsoft a encore son réservoir du Xbox Live Gold, c'est là le côté abonnement online pur. Les chiffres fin 2019 faisaient état de plus de 100 millions d'utilisateurs, donc pas 100 millions de comptes payants, mais 100 millions d'utilisateurs. Je pense qu'on est certains qui vont chercher à les intégrer dans leur Game Pass d'une manière ou d'une autre. Ils ont gonflé les prix, ils ont tenté le coup il y a quelques mois. C'était peut-être pas la meilleure façon de faire, je trouve. Ils auraient dû l'imposer. Ils auraient dû dire passage automatique d'un service à l'autre, quoi. Mais ça sous-entend une augmentation de prix sérieuse quand même. C'est que on te dit, il y a la fusion des services, mais le prix va augmenter. Ou alors, ils auraient dû fusionner les services en conservant le prix plancher qui était celui à l'époque du Game Pass. Oui. Ça aurait été... Mais d'ailleurs, Sony, donc on avait ceux qui étaient abonnés au PlayStation Now vont basculer automatiquement sur l'offre Premium PlayStation Plus, donc la plus haute. Évidemment, t'as plein de joueurs qui se sont dit, mais c'est trop bien parce que j'y gagne en fait. Donc je paye 10 balles et j'aurai un abonnement qui sera répercuté à 17 balles par mois. Est-ce que c'est encore possible maintenant? En fait, non, Sony a empêché la gruge, c'est-à-dire que tu peux plus t'abonner à plus d'un mois au PlayStation Now aujourd'hui. Donc tu peux plus prendre un abonnement de 12 mois, donc à part si tu trouves des cartes sur Amazon ou quoi. D'accord. Donc voilà, il y avait une gruge, les joueurs évidemment l'ont vu, se sont jetés dedans. Sony a vite sifflé la fin de la récré, quoi. Les malins. En tout cas, on parle, tu vois, de ces abonnements comme si c'était le nouveau cool, mais au global, dans l'économie du jeu vidéo, ça reste un petit peu marginal, c'est 4% des revenus du jeu vidéo en Amérique du Nord et en Europe. Donc on est au tout début, on va pas se le cacher. Mais bon, t'en parlais la semaine dernière, c'était un petit peu ta conclusion, c'est que les abonnements aujourd'hui, c'est un modèle économique qui est partout, qu'aujourd'hui, dès aujourd'hui, et qu'il sera dans le futur.
Donc on peut se demander quel sera le plancher pour un abonnement jeu vidéo. Hein. Pour rappel, on sait qu'on a Spotify, c'est 170 millions d'abonnés aujourd'hui. Ok. Netflix, c'est 220 millions, donc là c'est vraiment le top du top, quoi. Et Disney+, 130 millions. Donc c'est des services qui sont grand public, hein. On parle de musique, de cinéma, et t'as juste besoin d'un smartphone ou d'un ordi connecté pour que ça fonctionne. Donc autant dire que tout le monde, voilà, je mettais évidemment des guillemets, tout le monde possède un smartphone ou un ordi, en tout cas tous les gens qui sont ciblés par ce système-là. Donc c'est accessible assez facilement. Et là on comprend évidemment la volonté farouche de Microsoft de pouvoir s'émanciper des consoles, donc, et de faire arriver son service sur le PC, sur les smartphones, en attendant les téléconnectés. Et là-dessus, on va voir que c'est un petit peu le saint graal à atteindre, hein, parce que dans le jeu vidéo, on se retrouve avec des offres. Tu parlais de la manque de clarté, je pense que c'est le cas. Donc chez Sony, on a 3 niveaux d'abonnement, on l'a dit. Chez Xbox, il y a aussi 3 niveaux, donc le Game Pass normal, le Game Pass PC, le Game Pass Ultimate. Et il y a 2 niveaux chez Nintendo, donc avec l'ajout du pass additionnel au Switch Online. À chaque fois, si tu veux expliquer un de ces abonnements, c'est toujours galère. C'est le gros bordel, quoi. C'est vraiment le pire, hein, c'est les expliquer là-dessus. Et je pense qu'ils trouveront le salut une fois qu'ils auront une offre unique. Tu vois, par exemple Netflix, t'es abonné Netflix, et puis on te propose, et ils communiquent absolument pas dessus, t'as une offre HD 4K, enfin pas HD, enfin 4K quoi, si vous avez une télé 4K, et en fait la télé, enfin l'abonnement va te le dire, va te le signifier quand ils vont repérer ta télé, mais eux ils communiquent sur leur prix le plus bas en disant on a un abonnement, tu payes. Puis c'est des questions aussi de licence utilisateur pour avoir genre 4 profils sur ton compte. C'est jamais genre tu payes pour un bout de catalogue, si tu payes plus, t'as plus de catalogue, tu vois, c'est plus clair là-dessus, je trouve quand même. Mais est-ce que le jeu vidéo n'est pas un poil en avance là-dessus, dans le sens où Microsoft, moi je sens bien qu'ils vont faire une offre unique et en fait vont comme ça amonceler des petits bouts. Je m'explique, t'auras ton Game Pass et puis si tu payes un petit peu plus, t'auras le Game Pass Electronic Arts. Si tu payes un petit peu plus, t'auras le Game Pass avec Ubisoft, etc., etc. C'est ce qu'a l'air de proposer Luna, le service de streaming d'Amazon qui est encore qu'en bêta, je crois, et qui n'est pas accessible chez nous, mais t'as des espèces de briques, la brique Ubisoft, la brique Capcom. Et rajoute un petit peu. Là où dans le streaming cinéma, pour l'instant, tout le monde pense que l'Eldorado, c'est avoir sa plateforme. Donc tout le monde va avoir sa plateforme de streaming et demande un abonnement à chaque fois, et on va voir que ça va s'effondrer. On peut pas avoir dans le cinéma, rien que pour regarder des films, 5 ou 6 abonnements pour avoir les films Disney, les films de la Fox, c'est la même chose, Universal, etc. Donc t'as HBO, etc. Est-ce que à l'avenir on n'aura pas Netflix, et Netflix va faire un partenariat avec les autres en disant t'as Netflix plus Disney plus, Canal plus en France, avec Canal OCS, avec Beansport, tu peux avoir des différents échelons en fait. Et je trouve que c'est très pratique. Ça revient très cher, c'est vrai que mon canal de base c'est cher, mais t'as la note qui monte, mais au moins c'est assez clair, t'as différents paniers, t'as ton bloc central, et en fait tu vas l'agrémenter. Je sais pas si on n'a pas un peu d'avance déjà dans le jeu vidéo avec ça. Donc voilà, on a ces 3 services déclinés chez chaque constructeur et ça nous permet un petit peu de nous renseigner sur les différences de philosophie justement de ces constructeurs. Chacun a sa propre ligne et la clarté, on l'a dit, pas forcément au rendez-vous. Et on trouve quand même un système qui est un petit peu fourre-tout au global, c'est-à-dire tiens, on va mettre ça, mais on file un petit bonus là-dessus, tiens un petit truc par là. C'est vrai que Crunchyroll et tout, ça irait aussi dans ce sens-là, de compiler des choses qui sont un petit peu différentes. Par exemple, moi personnellement, je joue pas en ligne, je joue pas en multi, mais bientôt, si je veux accéder au Game Pass de Sony, je devrais forcément prendre l'abonnement qui contient l'abonnement en ligne PlayStation Plus. Oui. Donc là-dessus, je serai obligé parce que c'est un passage obligatoire. Pour Nintendo, si je veux accéder au catalogue rétro de la Nintendo 64, je dois prendre l'option du pack supplémentaire que m'offre la Switch Online, et j'aurai accès au DLC d'Animal Crossing, même si je joue pas au jeu. Donc tu vois, on arrive à des choses sans dire que c'est un peu absurde. Hein. Là, on voit que Nintendo, je pense qu'il tâtonne encore plus que Sony. C'est un petit peu le tiens, je te mets des oignons dans ton kebab. Là, ils balancent tout dans un seul panier, puis ils voient comment on réagit, quoi. Et le Game Pass de Microsoft, là, il y a 3 offres. Donc je peux m'abonner pour jouer sur console, mais est-ce que j'aurai accès à tel jeu sur PC ou pas? Je ne sais pas, ça dépend de l'offre. Est-ce que j'aurai accès au cloud? Le cloud, là aussi, ça dépend de l'offre. Donc on voit que c'est un petit peu le bordel. Je me demande, est-ce que l'abonnement deviendra le modèle dominant dans le jeu vidéo, comme c'est le cas aujourd'hui dans la musique? Ou est-ce qu'on va rester, tu vois, avoir 2 économies parallèles avec les jeux boîte ou même en téléchargement d'un côté et les abonnements de l'autre? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça dépend en fait des philosophies des constructeurs. Là où je pense que Microsoft va absolument imposer son abonnement, Sony s'en détourne et affirme désormais, Jim Ryan l'a dit, que eux ils veulent pas adopter ce système parce que ça va sous-entendre qu'ils vont baisser la qualité de leurs jeux AAA. Donc là c'est une pique vers Microsoft en disant vous regardez vos gros jeux sur Game Pass, finalement ils sont décevants. Nous si on commence à faire comme vous, on pourra pas assurer la même niveau de qualité. Je sais pas si c'est vrai, je trouve que
que le move de communication est intelligent. Oui, ça renvoie à la monnaie de la pièce. Mais est-ce qu'il va y avoir des différenciations en fonction des constructeurs et que finalement tout ça va cohabiter? Ça, c'est peut-être ça le truc. Est-ce qu'il va y avoir, tu vois, une unicité sur, par exemple, le démat, c'est sûr, hein, on va tous y passer, ça c'est certain. Mais est-ce que l'abonnement, ce sera peut-être l'abonnement, la chasse gardée entre guillemets de Microsoft. Sony va continuer à vendre des trucs plein pot. Nintendo, je sais pas encore. Il y a la révolution. Ça sera peut-être plus ponctuel, tu vois. Enfin, moi, je sais que perso, j'étais pas chaud pour prendre le Switch Online pour les circuits de Mario Kart. Je préférais payer le DLC à part, tu vois, Mais là, ça dépend vraiment des gens aussi. Enfin, je voulais finir sur la question de te demander si t'étais chaud pour ce PlayStation Plus Premium, mais t'as déjà répondu. C'est que toi, c'est le rétro qui va te faire plonger dedans. Ouais, je suis à fond chaud. Mais ils ont pas tous les mêmes problématiques, hein. On en parlait aussi. Microsoft, eux, ils veulent se détacher de la vente des consoles. Eux, pour l'instant, c'est un frein. Là, toutes ces Xbox sont des boîtes à Game Pass. Et eux, ils espèrent qu'une chose, c'est avoir cette fameuse appli connectée. Microsoft, encore une fois, parle de ce pack famille, là où Netflix maintenant va faire payer pour les comptes en plus. Eux, ils sont à l'inverse. Sony, ils ont pas l'air d'aller dans cette direction-là, tu vois. Ils ont l'air vraiment de se dire, écoutez, nous, on a ce positionnement premium où vous allez payer des jeux plus chers qui seront à vous. Ce que je disais au début, c'est que Sony va presque contraint et forcé pour dire, regardez, on suit l'air du temps, mais sans le pousser en mode, on sait que c'est pas là qu'on veut faire aller notre business pour l'instant. Donc ils le font presque par principe, mais sans forcément pousser dessus, quoi. T'en parlais tout à l'heure de lignes éditoriales. Est-ce qu'on arrive à dessiner, tu vois, des lignes de force en fonction des constructeurs? J'ai quand même l'impression que Microsoft, eux, ils sont plus dans le service qui est vivant, où ils vont apporter des nouveautés, Day One, des pépites, indé, ils vont faire une curation. Là où Sony, clairement, eux, tout ce qui est nouveauté, ils disent, c'est pas l'idée, hein. Là, vous allez payer. Sony, ils sont plus dans le délire, je pense. Je sais pas si on devait désigner, moi, je serais plus sur patrimoine, en disant on va vous mettre à disposition tout ce rétro gaming, toute cette rétro-compatibilité qu'on ne peut pas faire, mais ça va être notre ligne éditoriale du PlayStation Plus, et Nintendo, c'est indescriptible. En fait, pour l'instant, ils sont tellement dans la tentative. Comment tu les vois, toi? Est-ce que tu te dis, t'arrives à dessiner une ligne en disant, c'est plutôt comme ça? À Nintendo, je pense qu'on sait déjà que sur ces choses-là un peu nouvelles, il y a toujours l'inertie, ils mettent du temps un petit peu à intégrer ça. À mon sens, c'est que leur première offre, le Switch Online, il avait sous-évalué en termes de prix, et l'arrivée du pack additionnel qui vient un peu, tu vois, bizarrement, pourquoi ne pas avoir inclus ça dans l'abonnement? C'est, à mon sens, pour augmenter le prix de l'abonnement qui était sous-évalué, quoi. Oui. Là, on est sur une offre qui est un peu au niveau un petit peu des autres concurrents, mais au début, c'est un peu absurde de dire ça, mais je trouve que c'était pas assez cher du tout, quoi, en fait. C'est vrai que c'était pas cher, hein. Et pour Microsoft et Sony, est-ce que tu vois une différenciation dans les jeux proposés? Est-ce que tu devais en désigner un par un mot? Est-ce qu'il y en a un que tu dirais, lui, il est sur les nouveautés, toi, t'es plus dans le patrimoine, t'es d'accord avec Sony? Ouais, Sony, t'as le côté, à chaque fois, c'est pour le grand frère, celui qui veut le rétro et tout, mais pour le petit frère aussi, celui qui s'en fout de l'actu et qui veut jouer à des bons jeux malgré tout, tu vois. Donc, c'est vrai. Alors que Microsoft, c'est vraiment le prototype un peu du gamer d'aujourd'hui, qui veut jouer aux nouveautés Day One sans problème, et qui est prêt à investir un petit peu d'argent. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est peut-être celui qui nous parle le plus aujourd'hui, tu vois, et qu'on est prêt à payer là-dessus, quoi. Donc, on se moque un peu de Nintendo parce qu'ils sont à la ramasse sur le online. Il faut pas oublier que c'est le modèle de tous, c'est-à-dire que eux, ils vendent des jeux plein pot en long seller qui se vendent sur des mois, qui se vendent sur des années. Ils ont pas besoin de relancer, de faire un relaunch, de faire un nouveau lancement. Eux, ça s'appelle Noël. C'est tous les Noëls, ça relance. Les jeux sont tout le temps dans le top. Et Microsoft n'a pas ce luxe. Sony, artificiellement essaye de le reconduire, de proposer des gros jeux AAA avec des nouveaux lancements, on en parlait sur PC, sur machin. C'est ça le modèle, en fait. C'est Nintendo, c'est ça, tu payes plein pot ton jeu tout le temps sans le baisser. C'est vrai que t'as une sorte de déperdition sur les AAA où tu sais que 3 mois après il va passer à 40 boules, 6 mois après il va passer à 20 boules, et si t'attends 1 an ou 2, tu l'auras à 5 balles ou gratos. Exactement. Même dans une offre quelconque. Nintendo, même 2 ans après, même 3 ans après, même en occasion, leur jeu ne se déprécie pas tant que ça. Nintendo a tout compris. Merci Nico pour ta chronique. N'hésitez pas à nous dire, vous, par exemple, combien vous paierez pour un abonnement, pour quels abonnements, quelles sont les lignes éditoriales que vous préférez en fonction des constructeurs. C'est l'heure du top 3, du petit interlude. Bonjour à ceux qui nous rejoignent pour ce top 3, le meilleur moment de l'émission. Cette semaine, c'est un top 3 classique. On fait des fois original, des fois... Aujourd'hui, c'est classique. C'est le top 3 des spin-offs. Voilà. Alors top 3 des spin-offs, top 3 des meilleurs spin-offs, je ne savais pas trop. Mais j'ai plein d'exemples en fait, donc je vais sélectionner sous vos yeux en fait. Allez, feu, vas-y, le temps top 3. Je commence par Lara Croft Guardians of Light. Donc là, c'est une déclinaison d'une grosse licence, Tomb Raider évidemment, jeu d'aventure 3ème personne. Alors ce que je trouve cool, c'est qu'ils ont su faire un spin-off qui avait déjà un peu son identité graphique, qui était vue 3D isométrique et qui venait changer un petit peu le gameplay. Ouais. Pour moi, le vrai spin-off, c'est vraiment qu'on vient un petit peu changer le gameplay de base et qu'on réussit à être
quasiment tout aussi bon que la licence de base. Et donc là, je trouve que c'était carrément le cas, parce que c'était aussi jouable en multi, hein, c'était un concept qu'ils ont décliné là-dessus. C'était super. Ouais. Et qui était vraiment super, quoi. Ouais, carrément. Il y avait même le Tomb Raider Go, Lara Croft Go. Ouais, tous les Go, il y a eu Deus Ex, Hitman et Lara Croft qui étaient vraiment super cool. C'était vraiment très sympa. Mon top 3, c'est Shining the Holy Ark. Donc un spin-off de Shining Force, un jeu Saturn, sorti en 96. Et donc du coup, ce qui était intéressant, c'est que spin-off de Shining Force, qui est un tactical, là on est sur encore un JRPG, mais cette fois en vue subjective, avec des combats au tour par tour. Et donc voilà, 96 ça date, et j'ai commencé avec des JRPG, mais j'ai aussi un peu roulé ma bosse, un peu sur des CRPG, donc des RPG sur ordinateur. Et en fait, moi j'étais fan à l'époque de Ishar, alors je sais pas si ça vous parle, et donc du coup, Ishar, ça reste de l'heroic fantasy classique, occidental, ça me plaît moins, et là en fait, on m'a proposé un JRPG en vue subjective, tour par tour, avec un univers japonais. C'était le mix de toutes tes passions. C'est le mix de toutes mes passions, et vraiment, voilà, je vous le conseille. Shining the Holy Ark, toujours développé par le même studio Camelot. Voilà, pour mon top 3. Alors, numéro 2, je vais partir sur Lost Judgment, donc la série Judgment spin-off de Yakuza. Alors, ça change pas fondamentalement le gameplay de base de Yakuza, ça reste de la baston, ça reste de l'action-aventure dans une ville un petit peu ouverte, mais ils ont quand même réussi, je trouve, à avoir leur ton vraiment à part, à se distinguer clairement de l'identité de la première saga originelle. Et maintenant que Yakuza est devenu un JRPG, justement, de par son système de combat, ben, la valeur spin-off de Judgment, je trouve, a encore pris de la valeur, donc oui. C'est un super jeu, donc voilà. Il est marrant à étudier celui-là, parce que finalement, la série principale s'est déportée sur Judgment, et le vrai spin-off, c'est finalement le dernier Yakuza. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu prendre ça dans ce sens-là, ouais. Nickel. Alors moi, sur mon top 2, comme le 3, vous allez me voir venir, hein, je vous parlais de Crash Team Racing. Spin-off de la série Crash, donc là qui change de genre, c'est assez rare aussi, tu vois, qu'un spin-off va changer de genre. Normalement, on est quand même là, on aurait pu penser à de la plateforme, et donc Crash Team Racing, PlayStation 1 99, développé par Naughty Dog. Ça a l'air, enfin moi sur mes deux tops, ce qui est important, c'est que c'est le studio de base créateur de la saga qui va prendre en charge le spin-off, et souvent c'est une preuve de qualité quand c'est le studio. Donc là, Naughty Dog qui a pris à sa charge ce Crash Team Racing, et c'est de la boule. Et on peut voir sur Jack X, donc aussi spin-off version carte de Jack and Daxter, c'était Naughty Dog, c'était aussi extrêmement qualitatif. T'aurais pu dire Mario Kart du coup. Mais est-ce que c'est pas mon top 1 ? Peut-être, peut-être. Moi j'ai pris un top 1 de Petit Malin, un jeu un peu oublié, c'est Mario is Missing. Mario is Missing, c'était une déclinaison en spin-off de la saga Mario sur PC. Okay. Et on incarnait Luigi, donc il devait trouver Mario, donc Luigi avant Luigi's Mansion. Hein. Et c'était un sort de jeu éducatif qui venait un peu faire des leçons de géographie, tout ça. Donc je trouvais ça super cool, super audacieux. Alors j'ai jamais joué, hein, j'avoue. Top 1 jamais joué. Voilà, mais en niveau spin-off, je trouve que Mario, c'est vrai qu'il y en a des millions, on aurait pu en citer des millions de spin-off de Mario. Lui, c'est peut-être le plus insolite, quoi. Est-ce que mon top 1 n'est pas un spin-off de Mario ? Peut-être, je ne sais pas. Mon top 1, c'est Captain Toad. Putain, mais tellement. Non, mais pourquoi je l'ai pas vu venir, quoi. Donc, jeu de ouf, c'est-à-dire que c'est tout simplement Captain Toad, meilleur jeu 2015. Wii U, c'est un spin-off de la série Mario qui est à la base une démo technique avec Link. Et en fait, c'est Miyamoto qui a demandé que ça soit intégré au Mario de l'époque, qui était Super Mario 3D World. Une intégration qui s'est faite par des petites séquences où on avait donc ce petit Toad aventurier avec son sac à dos qui était cloué au sol et qui se baladait dans des petits mondes isométriques. Diorama. Ouais. Et donc voilà, c'est vraiment le meilleur jeu. J'avoue, ça, c'est très efficace. Mais c'est vrai que c'est marrant d'avoir ce spin-off qui est une sorte qui a été développé à partir d'une petite séquence mini-jeu dans la zone de Mario. Ça a été co-développé par One Up Studio, qui a changé de nom et qui s'appelait anciennement Brownie Brown. C'est pas mal, c'est bien trouvé. Est-ce que t'as des mentions ? Parce que spin-off, il y a quand même pas mal de trucs. Ah, moult mentions. Alors, je savais pas si c'était les meilleurs spin-offs ou qu'on devait sélectionner ou des spin-offs, mais il y avait Metal Gear Rising Revengeance, qui a été un spin-off de Metal Gear très connu. Mention aussi. On avait du Skylanders aussi, qui est à la base dérivé de Spyro et qui est devenu une saga bien plus lucrative que sa série d'origine. Rayman et Lapin Crétin aussi, alors on aime ou on n'aime pas le premier épisode, ça reste une compile de mini-jeux à la place du Rayman 4 qu'on espérait, mais c'est quand même là où sont nés les Lapins Crétins qui font aujourd'hui la fortune d'Ubisoft et du Futuroscope. Carrément, ah oui. Après, il y a Forza Horizon et Persona qui sont des spin-offs qui ont pris le pas même sur leur série initiale. Persona, je l'avais comme mention. Après, tu vois, je disais qu'il vient un peu changer le gameplay, parce que t'as Uncharted Lost Legacy, qui est un spin-off d'Uncharted, mais qui reprend fondamentalement les mêmes logiques et le même gameplay. Ah, spin-off ou standalone, je ne sais pas.
Après, c'est vrai que les spin-offs, il y a plein de jeux dégueulasses, hein, ça, on les a pas forcément cités, mais j'en ai noté quelques-uns. Il y a le Silent Hill Book of Memories, Soul Calibur Legend, Castlevania Judgment, Link Crossbow Training, Dead or Alive Extreme ou Dirge of Cerberus. Ça, c'est que des exemples de spin-offs un petit peu dégueulasses, qui viennent ternir le prestige de la licence de base, quoi. Allez, j'avais une mention que t'as pas citée, c'était Pokémon Conquest, un jeu que qui est pas arrivé jusqu'à nous, mais que j'avais fait importer. Mélange d'un jeu tactical avec Pokémon, où tu te retrouvais avec des troupes armées et des généraux de guerre, genre t'as Nobunaga qui est accompagné de Pikachu, ça existe et c'est possible. Normal. Et c'est Pokémon Conquest, et c'est vraiment très très stylé. Ouais. Voilà pour ce top 3 des spin-offs, n'hésitez pas à nous balancer le vôtre ou des idées de top 3. Est-ce que t'es chaud pour parler d'œuvres pour enfants ? Toujours. Bizarre. Bon, bah, parler d'une œuvre pour enfants, que ce soit un livre, un film ou un jeu, c'est pas évident. Déjà, et avant tout, parce qu'on n'est plus des enfants, nous. Donc, difficile de juger, hein, car l'œuvre, elle est pas pour nous. Est-ce que le jeu pour enfants, il est drôle ? Est-ce qu'il est amusant, stimulant ? C'est pas simple de savoir. On peut se l'imaginer, mais je pense que c'est compliqué d'affirmer. À mon sens, je pense qu'il est plus intéressant de se pencher sur des éléments factuels. Alors vous me voyez arriver, hein, je vais finir par le dire, se pencher sur des critères objectifs. Oh là là. Alors c'est marrant, c'est la blague, hein, car parler d'objectivité, c'est toujours de l'équilibrisme, hein, à raison. Qu'est-ce que j'entends par critères objectifs ? Par exemple, est-ce que les jeux sont buggés ? Est-ce que les consignes sont claires ? Est-ce que les tutos sont bien faits ? Des éléments qu'on pourrait, je pense, juger de notre point de vue d'adulte, et encore, car l'autre truc super important dans un jeu pour enfants n'est pas du tout un critère objectif, c'est même le contraire, c'est le comble de la subjectivité, c'est le respect. Alors là, tu te marres, je te vois. Mais le respect, c'est très important, et en effet, c'est pas parce qu'on s'adresse aux plus jeunes qu'il faut pas respecter son public. Et là, c'est justement parce que les livres, les films, les jeux s'adressent aux petits, qu'ils sont souvent faits à l'arrache, parce que tu comprends, c'est pour les mioches, ça va passer. Et les livres, les films, les jeux qui respectent vraiment leur jeune public, eux, sont souvent reconnus comme de très grande qualité, les livres Harry Potter, les films Disney, les jeux Nintendo, entre autres. Et je pense que cette mauvaise habitude, hein, en tout cas dans le jeu vidéo, vient du fait que quand nous étions petits, on jouait à des jeux qui étaient éclatés. Et malgré ça, ces jeux sont devenus cultes. Et le reste, aujourd'hui... On le savait pas. Des jeux, je pense à par exemple Tortue Ninja sur NES, Tintin au Tibet sur Mega Drive, deux jeux que Nico et moi avons eu. Trouver qui a eu quoi en fonction de nos obédiences respectives, mais j'ai eu les deux. C'est facile. C'est vrai, t'as eu les deux ? Il est sorti sur Super Nintendo aussi, Tintin au Tibet. C'est vrai ? Je pensais qu'on avait que nous qui avions droit à ça. Mais le détail qu'il faut pas oublier dans cette constatation, c'est qu'à l'époque, ces jeux, nous, on était jeunes, mais il n'y a pas que nous qui étaient jeunes, c'était le média qui était jeune. Il y a 30 ans, les jeux étaient fumés, mais au global, les développeurs, c'était pas des mauvais bougres, hein. Ils donnaient tout pour leur public, qui était en majorité des enfants. Alors qu'aujourd'hui, le bilan, c'est plus le même. L'industrie a évolué et possède un prisme de joueurs en âge beaucoup plus grand. Aujourd'hui, l'industrie n'est pas forcément tournée essentiellement vers les enfants, et les grands jeux, hein, les chefs-d'œuvre, ne leur sont pas forcément destinés. Néanmoins, comme il existe des grands jeux qualitativement pour les adultes, il devrait y avoir des grands jeux qualitativement pour les enfants. Coup de bol, on va parler de l'un d'eux aujourd'hui, c'est Kirby et le monde oublié. C'est bien fait, quand même. Est-ce que tu as un truc à ajouter sur les jeux pour enfants ? Pas vraiment, mais il en faut. Il en faut parce que c'est un public à part entière et qui mérite ces jeux aussi, quoi. Exactement. Bon, Kirby et le monde oublié, c'est le jeu parfait, hein, pour illustrer ma chronique, hein. De toute façon, en règle générale, les jeux Nintendo incarnent, on peut le dire, une certaine forme de perfection pour tous les publics. C'est clippé. C'est enregistré. C'est un peu le Disney, le Pixar du jeu vidéo. Les jeux sont beaux, sont propres, sans bug, possèdent différents niveaux de lecture et d'appréciation. Un Mario ou un Animal Crossing pourront, par exemple, être joués par un adulte et un enfant. Les deux vont kiffer, mais différemment. Kirby, c'est un brin différent. Ça a toujours été des jeux pour les gosses, les Kirby. Alors les darons comme nous, hein, on se rappelle de Dreamland sur Game Boy, et on se dit que c'était le bon temps, quand Kirby était le héros de vrais bons jeux. Sauf que Dreamland, c'était en 92, et mon cher Nico, nous avions 8 ans, donc les gamins, c'était nous. Comme quoi, on s'imagine plus vieux qu'on l'est, qu'on est jeune. Exactement. Nico, j'ai une question. Comment tu vois les licences Nintendo ? Est-ce qu'elles sont pour toi toutes pour tous les publics, ou est-ce qu'il y a des licences Nintendo qui sont uniquement pour les enfants ? Comment tu perçois ces licences-là ? Alors je vais essayer de pas te cramer, je pense, ton argumentaire, mais c'est vrai qu'on a tendance à dire Nintendo c'est pour les enfants, mais t'as ce côté plusieurs niveaux de lecture. Ouais. Donc, Mario, c'est un jeu qui peut plaire aux adultes et aux enfants, mais je trouve que non, Mario pour un enfant, ça reste quand même pas évident, tu vois, rien que le contrôle de la caméra et tout. Donc je pense, oui, qu'il y a des jeux qui seront plus destinés aux enfants, en particulier ce Kirby là, quoi. Il y a un héros Nintendo, merci de ne pas m'avoir cramé ma cartouche, tu es très fort,
qui a commencé avec des jeux pour tous et qui a plus récemment s'oriente vers la jeunesse, et c'est Yoshi, avec notamment 2 jeux, donc Woolly World sur Wii U et Crafted World sur Switch, 2 titres qui ont suivi le mouvement lancé par Kirby, justement, avec Kirby au fil de l'aventure, un jeu qui est sorti sur Wii en 2010, un jeu qui était très simple, comme toujours avec les jeux Kirby, avec une direction artistique à la mode à l'époque, c'était le do-it-yourself, souvenez-vous. C'était la mode à l'époque. Donc dans cet épisode, tout était en laine, c'était aussi le cas de Woolly World en 2015, sorti 5 ans, il a mis 5 ans à faire de la laine, Yoshi, et Crafted World, c'est un peu le même délire fait à la main, mais ici c'était que du carton. Bon, on va revenir sur Kirby, juste pour la petite histoire et pour remettre en contexte. C'est un personnage qui a été inventé par Masahiro Sakurai au début des années 90. Sakurai, c'est Monsieur Smash Bros, et Kirby, c'est son perso préféré. C'est toujours Kirby qui sauve le monde et qui est mis en valeur dans les trailers des Smash Bros. Et en fait, la légende comme quoi Kirby s'appelle Kirby à cause d'un avocat, alors je dis à cause, mais ça serait plutôt grâce, c'était une façon pour Nintendo de rendre hommage à John Kirby, l'avocat qui a défendu la société contre Universal dans les années 80, une affaire qui tournait autour de Donkey Kong. Ouais, c'était Universal qui accuse Nintendo d'avoir pompé King Kong pour le jeu concept de Donkey Kong. Ce qui est pas loin d'être vrai. Non, mais c'était tombé dans le domaine public et c'est comme ça qu'ils ont gagné. Alors, pour la petite histoire, j'ai lu ça, c'est que Nintendo a aussi offert un voilier qui s'appelait Donkey Kong avec l'autorisation exclusive à l'avocat d'utiliser le nom pour son bateau. Écoute, il a pas perdu son temps, lui. Lui, après, il a été, on va pas squatter là-dessus, mais il a été lourdement, grassement remercié pour cette affaire. Mais parce qu'à l'époque, en fait, tout le monde a dit qu'il avait sauvé la mise de la société. Ils avaient, C'était un big deal, ils auraient pu couler Nintendo avec ce procès. C'est ce qui se dit. Peut-être qu'un jour on reviendra plus largement là-dessus. Kirby, c'est pas n'importe qui, pour vous donner une idée en quelques chiffres, Kirby, c'est 19 jeux de la série principale et 13 spin-offs. Si on mesure la puissance d'une série à son nombre de spin-offs, Kirby, c'est pas loin d'être le patron, juste derrière Mario évidemment. Et je pense qu'il y a une chronique à faire sur les spin-offs, tout ce qu'on a dit sur les top 3 et tout, je me note ça dans un coin de la tête. Et là on voit très bien comment on est filmé que j'ai rien noté, donc c'est que je l'ai écrit. Mais est-ce que je viens de dire, est-ce que je l'ai écrit ? Je ne sais pas. Mais bon, maintenant qu'on est filmé, faut faire gaffe un petit peu. Mais Kirby, il y a un jeu par an au moins, je pense. Ouais, pas loin, quoi. Ça a accéléré là, ces dernières années. Alors, c'est peut-être pas par an, mais en ressenti. En tout cas, c'est vrai qu'il revient tout le temps. Mais bon, Kirby et le monde oublié, donc le nouveau pourquoi c'est bien, pourquoi c'est un excellent jeu. Alors pour vous l'expliquer, je pourrais ne donner qu'un seul argument. C'est le respect de son public, on en parlait tout à l'heure. Alors même si le jeu est pour les gosses, car il faut l'avouer, le jeu est pour les gosses, il reste très inventif. Tout le temps, il y a des idées de game design de partout. Ce Kirby, il est très varié dans les mondes visités et dans le gameplay, même si je trouve que la répétitivité, c'est pas forcément un frein et un point négatif pour le jeune public. Déjà parce que les gamins, ils aiment bien quand ça se répète, et que ça sert aussi à l'assimilation des mécaniques de jeu, donc bon. Néanmoins, ce Kirby, il est vraiment très très varié. Donc ce Kirby va garder un core gameplay, comme on dit quand on est stylé. Tout le temps, ce core gameplay va être similaire. Le tronc commun, ça va être d'avaler les ennemis. Mais comme je le disais tout à l'heure, je parlais de respect, Nintendo va grave respecter, il va pas du tout être flemmard. Façon Mario Galaxy pour les enfants, ce Kirby, il va enchaîner les idées, les défis, sans jamais s'essouffler. Le titre, je l'ai terminé en une dizaine d'heures. Il y a 6 mondes avec 5 niveaux par monde, sauf le dernier, ça se dédouble un peu. On est sur 26 niveaux. Je trouve ça vraiment en masterclass en termes d'idées. Alors toujours pareil, articulé pour les enfants, je parlais tout à l'heure de Mario Galaxy, mais ça reste dense et riche, quoi. Vraiment, c'est plutôt cool. Ouais, bon, moi j'ai fait juste les 2 premiers mondes et c'est vrai que il y a de quoi faire, ça reste varié. Alors c'est marrant parce qu'il y a cette thématique un peu fin du monde qui surnage un petit peu, mais la fin est un peu dark. Ils arrivent quand même à varier un petit peu les effets, quoi. Il y a un petit twist, si vous avez joué à la démo, on avait l'impression que c'était un titre à la Mario à l'ancienne, où tu vas sélectionner, avoir 2 niveaux, un boss, et en fait c'est un peu différent. Le vrai jeu, t'as ton Kirby sur ta petite étoile, et tu vas te balader, tu vas survoler en fait des grandes plaines où il va y avoir des mondes bonus et les vrais mondes. Ça reste au final exactement la même chose, mais c'est juste que t'as un petit twist. Le jeu est plus riche que ce que la démo montrait, quoi. C'est clairement du Mario 3D World dans l'inspiration globale, je pense. Tellement. Le respect, ça se matérialise aussi par un jeu qui est fini, qui est propre, qui est nickel et qui est sans bug. C'est pas parce qu'un enfant ne va pas remarquer ou faire attention, tu vois, à une texture dégueu ou à un petit bug de collision qu'il faut sortir, tu vois, des jeux pas terminés. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit pour la nourriture, les enfants sont le public le plus difficile à convaincre, et ça c'est un argument que je t'ai piqué, je t'ai déjà entendu dire. C'est vrai que les enfants, faut pas, je parlais de respect, faut leur servir quelque chose de propre, quoi. Oui, parce qu'ils n'hésiteront pas à dire c'est nul et à lâcher l'affaire tout de suite, quoi, si ça leur correspond pas direct, quoi. Fin connaisseur de Top Chef, l'épreuve des enfants est redoutée. Exactement. C'est vraiment pas simple de les convaincre. Un mot sur la caméra, qui est à mon sens brillamment gérée. Tu vois, c'est une caméra fixe façon Mario 3D World et pas du tout une caméra libre façon Mario Odyssey, ce
qui a pu nous décevoir, mais c'est au final tout à fait logique vu que le jeu est pour les enfants et l'appréciation de la 3D pour un novice, c'est pas simple du tout. Là, dans ce Kirby, c'est impossible de prendre la caméra à défaut, elle se gère seule et le jeu va aussi, en fonction de l'angle de vue, faire en sorte qu'un objet touche un ennemi, même si en réalité, l'ennemi n'était pas réellement en face quand t'as jeté le projectile. C'est vraiment des facilités, des petites gruges de développement. Ouais. Pour faciliter. Mais c'est vrai que nous qui sommes nés avec, le double stick, c'est devenu naturel, mais c'est là où aussi on voit la différence entre un public plus ou moins habitué, c'est que la gestion d'un double stick, y compris pour des gamins, c'est loin d'être évident en fait. Et que tu l'as dit, mais cette caméra, c'est vraiment l'élément qui me fait dire qu'on s'adresse à un public différent d'un Mario pour ce Kirby, quoi. Carrément. Un autre bon argument pour dire que ce Kirby est un super jeu pour enfants, c'est qu'il propose un mode coop, un mode parfait pour vivre l'expérience avec son enfant. En fait, Nintendo propose souvent ce genre de mode. Dans Mario Galaxy, tu vois, t'avais un petit curseur où tu pouvais choper des étoiles. Dans Odyssey, tu pouvais jouer Cappy, un second personnage. C'était un peu limité quand même à chaque fois. Alors, ces deux exemples, c'est vraiment limité, c'est vraiment de l'accompagnement. Là, ça reste un petit peu plus dense, t'as un second personnage. Un mot sur le meilleur mode coop, c'est un jeu Nintendo encore, c'est Luigi's Mansion 3, qui est un GOTY. Je t'allais dire Captain Todd. Non, mais attention, juste un petit mot sur ce mode coop de Luigi's Mansion 3, c'est un mode qui se débloque qu'après au moins 1 heure de jeu, donc si vous êtes chaud, vous dites allez, on se le fait à 2, méfiez-vous, c'est-à-dire que il arrive qu'après, et c'est pas un jeu pour les petits. Ouais. C'est un vrai jeu. Et là, tu vois, j'ai manqué de respect, c'est moi, je me fais moi-même bloquer. Mais Kirby aussi, il faut attendre au moins un premier monde, je crois, il y a au moins 10 minutes de jeu, quoi. Ouais, c'est pas une... Luigi's Mansion, c'est du vécu, c'est que t'attends 1 heure et que la personne à côté de toi te dit, on devait pas jouer à 2 si, j'arrive. Bon, allez, pour la blague, après avoir joué à la démo du dernier Kirby, je trouvais qu'il y avait un parallèle intéressant à faire entre ce Kirby et Balan. Et en fait, c'est pas pour rigoler, c'est carrément ça, je trouve. Déjà, les deux personnages principaux, ils vont absorber les capacités des ennemis pour se les approprier et les réutiliser. Dans les deux jeux, tu récupères des bébêtes chelous qui vont former un village base. Et dans Balan, tu sais pas à quoi ça sert. Et dans Kirby, en fait, tu collectionnes des capsules façon gacha. Alors ça, c'est un truc qui est très japonais, mais c'est surtout très Sega. Alors Balan, c'est pas Sega, mais bon, Yuji Naka, tout ça, t'as compris. Bon, Balan, je pense que c'est pas un bon jeu pour enfants dans le sens où il est un peu cassé, un peu buggé et pas très didactique. On peut s'y amuser et trouver des bienfaits si t'es dans l'expérimentation. Ken l'avait beaucoup apprécié. Je trouve que Balan, c'est quand même l'anti-jeu pour enfants, c'est l'anti-Kirby, même si les deux se ressemblent un peu. Mais bon, je pense que vous entendrez pas du tout ce que je viens de dire, que j'ai été censuré par Ken, qui monte l'émission en ce moment. D'ailleurs, salut Ken. Et en fait, j'aimerais lui demander à Ken de pas me détester, car en plus d'avoir blasphémé sur Balan à l'instant, je m'apprête à dire du mal du film Sonic 2. Oh là là là, la désillusion. Alors, t'as vu le film, je t'ai pas demandé exprès ton avis, donc c'est un peu le moment crucial, là. Donc, avant de parler de Sonic 2, j'aimerais de parler du premier épisode, du premier volet du film Sonic que j'ai pas mal défendu. À mon sens, c'était un bon film pour enfants qui était drôle, fun, clair dans les enjeux des personnages et qui se payait le luxe, tu vois, d'avoir quelques petites scènes très bien réalisées. La scène où Sonic joue au baseball, je la trouve franchement géniale en termes de réal, vraiment, je la trouve excellente. Et ce premier film, je trouve que néanmoins, il avait un souci, c'est qu'il était mal défini. Les contours, ils étaient pas clairs. Pour preuve, le design initial du Sonic, le premier dégueu, là, on s'en souvient, sur quoi ils se sont basés pour donner cet aspect, qu'est-ce qu'ils ont bu, ça on le saura jamais, même si on est d'accord qu'on en veut tous, ça a l'air excellent ce qu'ils ont pris. Perso, juste sur ce point très précis du redesign de Sonic, j'étais contre le fait que ça soit les gens qui fassent infléchir la direction artistique du projet, même si là, le résultat s'est révélé bien meilleur après la levée de bouclier. Bon, c'est un euphémisme, c'était vraiment, vraiment meilleur. À mon sens, ça me semble pas sain que le public soit en charge d'une si grande responsabilité. Nico, t'en penses quoi de ça ? Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est un cas d'école et ça crée une jurisprudence un peu dégueulasse, c'est que les gens râlent aujourd'hui pour tout et n'importe quoi. On se rappelle les pétitions Mass Effect 3, là, Ken nous a dit ce matin que des mecs qui voulaient refaire Shenmue 3 parce qu'avec du budget et tout, c'est devenu n'importe quoi. Et le fait est que là, on est en train de leur donner raison sur Sonic, on leur a donné raison sur la Justice League de Zack Snyder aussi, qui a eu droit à sa version à lui. Mais c'est pas une bonne direction pour l'industrie parce que c'est jamais bon, parce que les gens seront jamais contents de toute façon. Il faut pas leur laisser trop de pouvoir non plus parce que là, sinon t'as plus de gestes créatifs en fait, quoi. Carrément. Bon, résultat de ce film Sonic, une production qui louvoyait comme elle pouvait, mais au final, le film était pas mal, mais surtout, il a été un vrai succès en salle. Pour rappel, c'est le dernier grand succès au cinéma avant la pandémie de Covid. C'est vrai qu'à chaque fois, on en parle comme un gros succès mais c'est le dernier film qui est sorti avant que les cinémas soient fermés. Donc il a encaissé 58 millions Day One, un total au box-office de 306 millions. C'est pas mal. Matrix 4 aimerait le faire. Ah là là, l'attaque. Le film avait un budget de 85 millions, 306 millions au box-office. C'est au final un super succès, ouais. Et qui dit très beau succès, dit suite. Et là, on va reparler du respect évoqué dans Kirby. Pour le film Sonic 2, il y a plus de respect, ou en tout cas, il y en a plus beaucoup. Alors, je dis pas que le premier film, il a été fait par des
passionné, tu vois, sur une impulsion artistique, pas du tout, hein. Mais le premier film, en fait, il a surpris le public qui finalement, s'est pas vu servir une bouse infâme. Il a surpris les producteurs qui finalement ont constaté un succès retentissant, non pas des fans du jeu vidéo, mais des enfants. Et c'est d'ailleurs les parents, hein, en fait, qui ont amené leurs gamins pour leur transmettre leur amour de Sega et qui a causé ce double constat, la déception des joueurs, mais le bonheur des enfants. Et c'est là, en fait, que le respect s'envole. Pour Sonic 2, le public cible, il est à présent défini, c'est les enfants, maintenant c'est sûr. Donc en fait, ils ont lancé le chantier, d'une suite ultra rapidement avec le même réalisateur qui s'appelle Jeff Fowler, dont il faut préciser que les 2 Sonic sont ses seuls longs métrages en tant que réalisateur. C'est un spécialiste des effets spéciaux, on en reparle dans 2 secondes. Il a bossé sur Shadow, The Hedgehog, donc Shadow Sur le jeu Shadow ? Ouais, okay. Il a bossé sur des films d'animation. Donc la production de Sonic 2 a été lancée un petit peu à la hâte, on gonfle un petit peu le budget quand même, on part sur 110 millions, 85 le premier, on va appuyer le marketing, mais surtout, on perd pas de temps. Et en effet, le temps de production a été plutôt très court, on parle de 2 ans avec le Covid. Et oui, donc dit comme ça, ouais. Le résultat, c'est un film pas terminé. Visuellement, les personnages sont bien modélisés, mais les scènes sont pas finies. C'est flou, ça aliase, c'est dégueu. Jim Carrey, pourtant le point fort des 2 films, moi j'adore Jim Carrey, il est souvent mal incrusté, on voit presque les câbles en fait qui le font léviter. Ah merde. J'ai trouvé aussi, en plus de cette catastrophe technique, je l'ai trouvé moins drôle, car moins naturel. C'est appuyer l'humour de situation, il y a une scène de danse qui est assez gênante, c'est moins bien écrit entre guillemets si je puis dire, mais bon, je suis pas un enfant, donc je peux pas dire. Je suis allé voir le film à 17h, c'était blindé de gamins, et ça rigolait beaucoup. Donc bon, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, est-ce que je suis apte à juger si le film est bon pour les enfants ou pas ? En plus, Sonic, je sais pas si tu seras d'accord, mais c'est vrai que les jeux ont un peu plus de mal et ils ont pas forcément un rythme ultra soutenu de sortie. Sonic devient presque un perso plus connu par les enfants pour les dessins animés, pour les goodies, pour tout ça, que pour les jeux vidéo. Donc, est-ce que c'est pas normal finalement qu'ils s'orientent vers eux là-dessus ? En tout cas, c'est clair. Et le premier film était vraiment très très bien fait pour eux, mais je pense pas que c'était à dessein. Je parlais de surprise. Juste un mot, tu parles des enfants, je parle un mot sur la longueur que je trouve pas du tout adapté aux plus jeunes. C'est un film qui est long, il fait 2 heures, c'est trop long, car en plus il se passe pas grand chose. Et la partie cinématique, elle était assez instable, hein, je vous l'ai dit. En fait, ils ont comblé avec toute une scène de mariage avec aucun perso tiré et uniquement des acteurs. Et encore une fois, c'était assez gênant, pas très drôle. Et pour le coup, clairement, ça c'est du remplissage. Et dans la salle, on sentait que c'était un petit peu, c'était palpable. Ouais, c'était assez. Le film, je pense qu'il pourra plaire aux fans. Les clins d'œil, ils sont nombreux, assez sympas, mais je trouve qu'il y a que ça. À mon sens, c'est pas un très bon long métrage, que ça soit pour les adeptes des jeux Sonic ou pour les enfants qui ne connaissent pas la licence. Tu l'as évoqué, peut-être que maintenant ils connaissent la licence avec les jouets ou avec les dessins animés. Mais comme je le dis plus tôt, c'est assez compliqué pour moi de juger à la place d'un enfant. Toi, est-ce que il te tente ? T'es allé voir Sonic 1 avec nous ? Oui, bah alors moi ce qui faisait délirer, c'était d'y aller avec toi et Ken, parce que je savais que vous étiez à fond et tout, et j'avais pas passé un mauvais moment, comme tu l'as dit, je pense que c'était un film pour enfants solide. Après là, je me base que sur la com du 2, mais le 1, je trouvais ce cul entre 2 chaises. Avec, est-ce que c'est l'univers de Sonic qui est mis en avant, ou est-ce que c'est Sonic qui arrive dans notre univers à nous ? Donc on était plus dans notre monde à nous que dans le monde Sonic. C'est vrai. 2, j'avais l'impression qu'il partait à fond sur la piste du fanboy, en mode on recentre sur la mythologie Sonic, les persos Sonic. Et du coup, je pensais qu'il vous plairait davantage, mais ça a pas l'air d'être le cas. C'est plus fantaisiste, il y a plus de clins d'œil vraiment appuyés sur les jeux, t'as des mises en scène qui rappellent l'introduction de certains niveaux de Sonic, t'as l'introduction de Knuckles, qui est plus ou moins une réussite, dans le sens où c'est Idris Elba qui le double en VO. Et je le trouve assez drôle, il est sur un humour de décalage. En fait, c'est tort. C'est qu'il parle très bien, il comprend pas la situation, il est toujours en décalage. Et franchement, à la fin, moi je l'ai trouvé assez drôle ce personnage. Mais pour le côté fanboy, intégration des clins d'œil, c'est plutôt pas mal. C'est juste qu'en tant qu'objet film, quoi, c'est que je le trouve pas équilibré, vraiment très opportuniste. Encore une fois, le premier, hein, je dis pas que c'est un geste artistique, mais je l'ai trouvé plus convaincant en fait. Ouais. Après, c'est vrai que là, ils ont annoncé, à peine le 2 venait de sortir, même avant, je crois, ils ont annoncé qu'il y aurait déjà un 3 au ciné, une série dérivée de Knuckles sur un service de streaming. Tu sens que ça devenait déjà un peu le mode vache à lait, quoi. Ben, c'est que ça fonctionne, et allez, on y va. Je parlais de respect. Alors, il y a une button scene aussi, dans le 2, qu'on voit venir. Je vais pas vous en parler, on en parlera en off. Je serais prêt à parier sur ce qui se passe, là. Mais tu me diras si j'ai raison ou pas. Je suis un peu déçu, mais c'est sympa. C'est quand même sympa. Bon, Ken, il vous parlera peut-être de ce Sonic 2 dans un Sur Strike qu'on va faire ce mois-ci avec toute la team. Il aura des arguments pour défendre le film que lui a plus apprécié. Bon, pour conclure sur cette fameuse difficulté de juger une œuvre pour enfants,
Ben, on peut se demander, est-ce que l'œuvre elle est honnête, est-ce qu'elle respecte son public, mais en général, je trouve, au global, on est assez dur en fait avec les œuvres pour enfants. Tu vois, j'ai l'impression qu'on les juge comme que ces jeux et ces films devaient être pour tous les publics. Tu vois, certaines œuvres y parviennent, mais pas tous, tu vois, et c'est quand même assez rare qu'une œuvre soit comme ça globale et va parler à tout le monde. Quand ça arrive, on est sur des films, des livres de génie, tu vois. Et ce bilan sur les jeux pour enfants, je trouve que c'est un peu comme les jeux durs, tu vois. On a l'impression que tous les jeux, de par leur difficulté, se doivent être pour tous les publics. Mais tout n'est pas pour tout le monde. Et on aura beau mettre tous les modes faciles du monde, Elden Ring, par exemple, parce qu'il faut bien le citer à toutes les émissions, ce jeu, il sera jamais pour enfants, car il est trop violent, il y a des dragons, les dragons ça fait peur, et il est trop long. Déjà, moi, je suis pas toujours à l'aise dans certains niveaux dégueulasses. Donc... Tu vois, les modes faciles sont une solution en rien, tu vois. Le niveau de violence et la longueur des jeux sont des éléments qui sont difficilement modifiables si on veut conserver l'intégrité du jeu. Sauf si on veut un Resident Evil ni gore, sans gore ni zombie, ou un Persona 5 de 20 heures. Mais personne ne demande ça. Si, on demande ça. Non. Mais c'est vrai que sur la difficulté, c'est rigolo. Je sais pas si tu vas en parler dans Kirby spécifiquement, mais dès le début, on te demande de choisir entre 2 modes de difficulté. C'est pas le mode normal ou facile, hein. Je sais plus comment ils tournent ça. C'est ouragan et je sais plus l'autre. Moi, j'ai pris le mode que j'estimais être le classique. C'est le normal, ouais. Mais quand j'ai fait le premier monde, on m'a dit, bah, tu t'en sors bien, presque on t'a pas touché, t'as été goldé, tu veux pas passer au mode, à l'autre mode, en fait. T'avais pris le mode facile, du coup. Peut-être, je sais pas, en fait, parce que moi, je voulais pas me prendre la tête, hein, mais, et du coup, t'as cette gestion de la difficulté, et je trouve, déjà, ne pas stigmatiser en normal et facile, rien que la nomenclature, déjà, c'est quand même quelque chose qui est bien, quoi, de changer ça, quoi. Mais les deux modes sont extrêmement faciles. C'est qu'il y en a oui, un, j'imagine. Il y en a, ils disent que tu as plus de cristaux, je sais pas quoi, là. C'est une question de vie. Reward, quoi, Ouais, c'est ça. Il y a un autre facteur aussi, c'est la nostalgie, qui peut modifier, je trouve, notre capacité à juger ces jeux pour enfants. Et les jeux Pokémon sont un bon exemple, je trouve, tu vois. Je me dis qu'il faut peut-être essayer de s'éloigner de cette nostalgie, cette sensation qu'on avait quand on était en phase avec les jeux Pokémon. Car les jeux Pokémon, en fait, ils ont pas changé. Et c'est pas grave, c'est nous qui avons évolué. C'est nous qui sommes plus en phase avec eux. Et il faut pas blâmer ces jeux ou ces licences qu'on a aimées à l'époque, car eux, en fait, ils ont encore un public parfait, un public pour qui ces jeux sont destinés. En revanche, tout ça, ça peut pas excuser les jeux mal faits, malhonnêtes, pas terminés, qui respectent pas leur public, car un jeu éclaté restera éclaté, qu'il soit pour les grands ou les petits. Oh là, ça sera la nouvelle citation après celle de Miyamoto que tout le monde utilisait à tort à travers, maintenant on aura celle-là. Il faut qu'elle... Un jeu éclaté, ça reste éclaté. Est-ce que toi, il y a des jeux, entre guillemets, plus pour les enfants ou destinés aux enfants qui t'ont marqué, des licences qui sont à la base destinées et où t'as quand même pris du plaisir dessus? Bah moi, tout bêtement, je sais quand j'étais jeune, je jouais à beaucoup de jeux de licence, tu vois, j'avais Tortue Ninja, Tintin, on parlait de Tintin, je jouais aux jeux Batman, enfin Mickey aussi. Mais ça, c'est des jeux qui étaient pour enfants et t'étais un enfant, ça fonctionne. Ouais, mais on les retrouve aujourd'hui, tu vois, on sait qu'il y a le Lego Star Wars qui vient de sortir, ouais, donc exactement. la complète saga. Et moi, je me verrais bien y jouer avec mon neveu qui est en train de découvrir les films en plus. Je crois que tu peux jouer à 2. Et t'as ce côté un peu revisite de la saga Star Wars par le prisme des petites blagues Lego. Là, je pense qu'on est carrément dans le délire, quoi. Perso, moi, je suis un grand fan des platformers 2D et 3D, et en fait, j'ai l'impression que c'est un genre qui a su conserver ces deux publics. Il y a des platformers 2D et 3D qui sont clairement ciblés pour les plus jeunes, qui sont très faciles, qui conservent des petits secrets. Par exemple, Kirby, je l'ai pas dit, mais t'as des défis que tu peux débloquer, et ces défis, si tu veux vraiment les maxer, un enfant le fera pas. Un enfant va réussir les défis, il va être récompensé, c'est cool. Après, toi, tu veux t'éclater, mais que le jeu soit pas dur et qu'on n'y trouve pas de la stimulation, je trouve ça déplacé parce que le jeu, il nous est pas destiné. Et dans les platformers 3D, je trouve que t'as cet équilibre. T'as des platformers 3D Crash 4, ne le mettez pas ne donnez pas ça à un enfant, il va devenir fou. Et t'as des platformers, Lucky Tales, des jeux Microids récemment, par exemple des Schtroumpfs, des Marsupilami, tout ça, qui sont clairement destinés aux enfants, qui sont plutôt propres, assez répétitifs. Je trouve pas que ce soit grave. Mais tu vois, ce genre-là, le genre de la plateforme, il est complet et en fait, il a su évoluer avec les joueurs. Quand nous, on était petits, l'industrie était jeune, les jeux étaient pour nous. Et là, en fait, du coup, maintenant, t'as des platformers pour les grands et pour les petits, et je trouve que c'est assez rare, des genres de jeux qui sont comme ça, qui ont un panel assez riche. Mais c'est vrai que c'est le genre le plus adapté, t'as le côté mascotte, univers rigolo, t'avances, tu sautes, enfin, c'est un fonctionnement qui est compréhensible par tous. Donc là-dessus, ça m'étonne pas que ce soit le genre aujourd'hui qui soit un peu emblématique là-dessus, quoi. Et t'as les jeux Nintendo, je trouve qu'ils sont vraiment, la plupart du temps, avec ces deux niveaux de lecture,
pour tous, où t'as, tu vois, Breath of the Wild, j'ai beaucoup entendu des parents dire que leur enfant séchait squattait, je pense trop mal. Tu vois, ils squattaient la console avec Breath of the Wild. Ouais, ça m'étonne un peu, moi, de mon point de vue. Ça mais m'étonne un peu, mais au final, tu vois, t'as vraiment une importance à l'exploration, tu peux aller faire ce que tu veux. Rappelons-nous, quand nous, on était gamins, on n'a jamais dépassé le niveau 2 de plein de jeux. Ben là, peut-être que, tu vois, ils se retrouvent à zoner dans les mêmes endroits, à avoir peur en disant... Le côté bac à sable, le côté bac à sable, c'est pour les enfants, hein, c'est là où ils s'amusent. Et je pense que rien que de pouvoir tester le monde, de dire, ah tiens, j'envoie du vent et je peux décoller derrière, enfin, ça doit éclater tout le monde, ça c'est... Et Breath of the Wild, qui a un niveau de lecture ultime des gamers, d'industrie, qui révolutionne le genre du monde, enfin, c'est pas le genre du monde ouvert, mais l'approche du monde ouvert. Bah ouais, mais ça, c'est Nintendo, sont quand même assez rares. Tu vois, Sony, on parlait de l'éditorial, c'est Last of Us 2, c'est God of War, quoi. Ouais, là, c'est clairement pas pour les mioches, quoi. Même si, tu vois, on avait eu un débat sur Sackboy au moment du lancement de la PS5. Ouais. Et avec justement cette approche où moi je me disais que je m'endormais en jouant, mais qu'on était vraiment sur un profil, bah là, clairement, le jeu pour toute la famille, quoi. Ouais, moi je pleurais de joie, moi je m'endormais pas. Voilà, pour les jeux, les œuvres pour enfants, Sonic 2, moins de respect, Kirby, beaucoup de respect, Nintendo au global. N'hésitez pas à nous dire si vous aimez les jeux pour enfants, comment nous parler de la difficulté de les juger, de les apprécier, de les appréhender. C'est pas forcément évident. Est-ce que tu as de quoi nous teaser pour la semaine prochaine ? Eh bien, ça dépendra de toi. C'est vrai ? Parce que je me fixe et j'attends que tu fasses ta chronique Chrono Cross. Ouais. Pour me venir avec une chronique un peu liée, donc est-ce que ce sera la semaine prochaine ou pas ? On a eu la chance de s'essayer à Chrono Cross plus d'une semaine avant la sortie. Je suis dessus, mais je pense que ce sera pas pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, je pense qu'il y aura cette chronique sur Triangle Strategy. Attention, ça fait 3 fois que tu la promets, là, je pense. Ça fait même un plus, gage, là. Mais je vais le finir à force, tu vois. Parce que à la base, moi, ma chronique, c'était pourquoi j'ai abandonné Triangle Strategy. Et en fait, peut-être que je vais devoir réécrire un bout parce que pourquoi j'ai fini Triangle Strategy. Voilà, normalement, en fonction de... ça sera pas Chrono Cross, il va falloir trouver un truc du coup, et sûrement un truc sur le Tactical RPG et Triangle Strategy, mais Chrono Cross arrivera dans quelques semaines. Mais voilà, merci à toi. N'hésitez pas à nous dire merci à vous, ce retour vidéo, si c'est cool. Voilà, il y a un intérêt. Les podcasts étaient disponibles sur YouTube en format vidéo uniquement, maintenant, en format audio uniquement. Maintenant, il y a un petit support visuel. Bon, voilà, on est quand même deux mecs assis sur une table. Je sais pas si... L'intérêt est limité, mais voilà. on sait quoi. Il y a des gens qui préfèrent avoir un support vidéo, des trucs qui bougent, même si c'est pas très spectaculaire. L'occasion, voilà, de faire la bise à tout le monde, à la rédac, à Damien, à Ken et à Ludo, de vous dire à la semaine prochaine, et de vous dire à la semaine prochaine. Bye bye.